merci beaucoup d'être là ce soir et d'avoir accepté cette invitation pour la journée de l'Institut de l'Enfant. Je te remercie donc d'avoir accepté cette invitation. Tu es membre de l'école de la cause freudienne, de l'AMP et de l'EOL en Argentine. Tu as été à eux de 2016 à 2019 et aujourd'hui tu es l'actuel directeur de la revue de l'école La cause du désir. Tu as aussi beaucoup écrit à propos de la question du genre, dont un livre avec Clotilde Le Guil, dont tu nous parleras certainement. Et ce qui nous intéresse pour cette interview, c'est tout ton travail de recherche à propos du genre et de la sexuation chez les enfants, particulièrement. Donc ma première question, c'est est-ce que tu pourrais nous dire quelle différence tu fais entre la sexuation et le genre chez l'enfant? Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Effectivement, la question de la sexuation est fondamentale aujourd'hui d'avoir la sexualité chez les enfants, notamment en ce qui concerne les enfants transgenres. Ce qui est intéressant de signaler là, c'est que la sexuation ne coïncide pas avec la robe les différentes théories, les études du genre et les thérapeutes ou les psychologues qui travaillent avec les enfants font. Quand on aborde la question de la sexualité chez les enfants, du côté de la psychologie clinique, par exemple, ou même certaines théories du genre, on renforce paradoxalement l'approche essentialiste. C'est-à-dire qu'on aborde la sexualité de l'enfant comme si elle était innée. Et donc, tous les débats entre l'inné et l'acquis ressurgissent dans l'approche, justement, qui est celle des psychothérapies pour tout comportementaliste, qui se développent, qui sont développées beaucoup aux États-Unis, par exemple, où il y a 3 ou 4 grands centres dans les grandes villes américaines, où on s'intéresse donc à ces phénomènes, finalement, parce que c'est un phénomène assez récent, qui est celui des enfants transgenres. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on aborde justement la question de la sexuation dans les termes du semblant, c'est-à-dire comme si la sexuation genrée, c'est-à-dire garçon ou fille, concernait donc une inscription du sujet dans un mode de jouissance sexuelle qui concerne donc la féminité ou la masculinité, un court-circuit avec l'autre, un court-circuit avec justement la détermination que suppose les grands autres. Et donc, dans des livres, par exemple, il y a une littérature qui existe dans les librairies américaines, où on conseille aux parents justement d'aborder spontanément le fait qu'un enfant, à un moment donné, peut se présenter un garçon, un enfant qui a un corps de garçon comme une fille, et vice-versa. Et donc, on ne pose pas la question justement du désir, finalement, qui a pu précéder la venue de ces corps au monde. Et c'est comme si ça n'existait pas. Donc, on renforce donc la question de la jouissance, c'est-à-dire de la jouissance seule, de la jouissance coupée de l'autre, comme si effectivement l'autre n'existait pas. On fait ça aussi, par exemple, au niveau de la loi. C'est-à-dire que dans certains pays, comme l'Argentine par exemple, depuis que la loi d'identité de genre existe, les enfants peuvent s'adresser au juge pour demander des changements de leur statut civil, en tant que genre masculin ou féminin, si les parents s'opposent et si l'enfant souhaite faire appel à un juge. Donc, il y a une sorte de court-circuit aussi au niveau juridique par rapport à l'incarnation, on pourrait dire, que les parents ou les adultes autour de l'enfant font, comme si l'autre n'existait pas. C'est assez particulier. Alors, d'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a justement une certaine marginalisation de la puissance. C'est-à-dire que la pulsion sexuelle n'a pas de genre. La pulsion telle que Freud l'a introduit, l'a décrit, et dans la satisfaction autour de l'objet, que Freud a introduit dans la pulsion mais aussi dans la cessée, et aborde justement la
notion partielle concernant un objet qui n'est ni masculin ni féminin. Et donc, d'abord, justement, des théories du genre cherchent à dénoncer une certaine normativité psychanalytique quant à la question de la sexualité en imaginarisant la jouissance, comme si la jouissance sexuelle disait tout de la jouissance. Et on sait bien que Lacan, justement, avait déjà fait remarquer que la jouissance sexuelle était une imaginarisation de la jouissance. La jouissance concerne un livre fondamental qui est la question du genre, la question donc, de la sexualité et même de l'identité sexuelle et imaginariste. Donc, à partir de là, on peut voir que effectivement la question de la sexuation chez les enfants est une perspective qui est déjà très présente chez Freud. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que Freud aborde d'une certaine manière justement ce qui relève du positionnel chez l'enfant. Par exemple, dans ses théories sexuelles infantiles, où les mythes, les théories que les enfants construisent viennent fictionnaliser, viennent construire une fiction, viennent habiller un certain nombre de jouissances qui est déjà, qui commence à se définir chez les enfants et à se décider de très tôt. Donc la théorie cloacale, par exemple, la théorie sadique du polype, au moment où justement l'enfance est confrontée à un monde d'un autre, à ce moment-là, se met en place, il y avait l'autre, sans laisser, mais enfin c'est important justement pour voir comment la jouissance pour être érogène, la jouissance partielle et la pulsion partielle vient répondre déjà à la rencontre avec l'extension d'un autre. Et donc, ces théories sexuelles concernent une modalité de jouissance particulière et un choix de jouissance qui s'effectue très tôt pour un enfant. Le pervers polymorphe freudien, c'est aussi une figure justement d'un enfant qui présente une palette de jouissances diverses qui vont s'affirmer après avec le temps, mais qui déjà concerne donc une inscription de l'enfant, un choix de jouissance pour l'enfant très précoce. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de conjugaison, enfin, des jeux entre justement la détermination par l'autre, la rencontre avec l'autre sexe, avec la différence que l'altérité suppose, et ce qui n'est pas du tout une binarité ou une binarité sexuelle, comme certains auteurs le dénoncent dans la psychanalyse, mais plutôt justement une rencontre qui met en jeu, qui mobilise un mode particulier de jouissance qui est très tôt, et enfin la clinique avec les enfants, mais il fait très tôt, mais très précoce. Alors, du coup, avec ce que tu avances là de ce choix de jouissance, est-ce que tu pourrais nous donner ta vision, ta relecture du cas du petit Hans, à la lumière de ce que tu viens de dire, là, ce petit Hans qui a ce mouvement, enfin, cette jouissance du corps très tôt et qui devient une question pour lui. Est-ce que tu peux essayer de réarticuler ça avec le cas du petit Hans? Donc, pour les pénitences, c'est effectivement la rencontre avec l'autre qui est au premier plan. Au moment justement, les pénitences demandent à sa maman si donc elle a un peu et au moment à partir duquel, donc très daté dans le temps, la phobie se déclenche. La phobie qui va cristalliser, comme dit Lacan, finalement dans un signifiant qui est le cheval, mais qui va suivre toute une série métonymique, une série de déplacements métonymiques à travers des différents signifiants, la voiture, une modalité particulière c'est-à-dire chez les chevals, enfin, il y a comme ça une série métonymique qui, donc, comme Lacan l'explique, fait appel donc, au nom du père, parce que justement, le nom du père n'est pas vraiment à sa place. Je crois que les cas de pénitence met plutôt à l'évidence justement cette défaillance de la métaphore paternelle et de la rencontre avec l'autre, plus qu'une jouissance finalement corporelle, si c'était que justement il y a quelque chose de l'ordre de l'organe qui est concerné, mais c'est l'organe donc qui pourrait être présent plutôt chez l'autre. D'où s'ensuit donc la perspective d'une jouissance, n'est-ce pas,
qui concerne la possibilité que le manque vienne à manquer. C'est-à-dire, la jouissance en jeu-là, c'est la position du sujet qui pourrait voir disparaître le manque dans l'autre, et donc l'angoisse qui s'ensuit justement à partir de là. Je crois que c'est plutôt, j'ai l'évidence, on voit plutôt les symboliques à l'œuvre, justement, par son travail, le travail des déplacements, le travail métonymique, des signifiants, pour essayer pour faire appel finalement au nom du Père, pour venir tempérer, venir traiter justement cette jouissance qui vient perturber et qui vient déclencher donc, la folie de la pensée. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que le petit Hans, par ce fait pipi, il éprouve quelque chose de son corps dont il ne sait, au départ de cet éprouvé, il ne sait qu'en dire et qu'en faire, et qu'il passe évidemment tout un temps, et notamment la réponse phobique, à essayer d'endiguer ce réel auquel il a affaire. Est-ce que j'ai bien compris tout ce que tu as dit là? Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, je crois qu'ici on peut chercher justement qu'est-ce qu'il y a de pulsionnel finalement, parce que les liens pulsionnels de l'enfance se manifestent de différentes manières. Et je crois qu'effectivement, ce qui peut apparaître là autour de ces signifiants, l'effet pipi, c'est justement quelque chose de l'ordre de la jouissance qui surgit, qui apparaît au moment où l'autre ne serait pas barré. Donc à partir de là, la position de l'enfant, enfin la vigilance, c'est justement l'angoisse et donc la recherche d'un signifiant qui vient limiter cette jouissance, qui justement l'expose à la possibilité donc que les manques qu'il n'y ait pas de manque. Donc à partir de là, effectivement, il y a un horizon, je dirais, dans des cas, un horizon de jouissance qui s'esquisse, qui se dessine à partir de cette impossibilité ou cette difficulté, parce que justement la première résolution, c'est pas une impossibilité, c'est une difficulté plutôt de pouvoir articuler justement les manques au retour. Oui, donc du coup, alors, on retourne sur la question du choix sexuel par rapport à Hans. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit pas de plus et expliquer comment pour lui, cet éprouvé du corps qui essaie de border par des signifiants à l'aide de la phobie, à l'aide du nom du Père qui est défaillant, comment est-ce que ça l'inscrit dans un choix sexuel, Hans? Bon, quand on connaît un peu ce qui a été le devenir du petit Hans, n'est-ce pas, les scénographes, enfin, le jeu avec le jeu esthétique, finalement, n'est-ce pas, avec les semblants, on voit bien qu'il y a quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a dérivé justement d'un choix de jouissance là qui concerne effectivement la possibilité d'articuler, et non pas des signifiants peut-être, mais je dirais des semblants, parce que les scénographies a plus un lien avec les semblants qu'avec les signifiants, qui concerne justement la possibilité d'habiller finalement l'autre là où les manques dans l'autre n'est pas tout à fait repéré finalement. Alors voilà, on ne peut pas dire, évidemment la phobie c'est une plaque tournante, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté phobique, Max Graff, mais du coup, je pense qu'il y a quand même un reste peut-être dans ses choix, parce que il y avait quand même probablement chez lui une sensibilité, en tout cas, et oui, signifiant dans la phobie, c'est vrai, parce que il y avait quand même cette ligne-là qui déclinait, qui cherchait, qui faisait appel finalement au Père, et peut-être aussi un destin de faire avec des semblants après dans son choix, dans un dérivé peut-être de son choix de jouissance. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment extrêmement précieux pour nous aider dans l'élaboration vers la journée 6. Merci beaucoup Fabien de toutes ces réponses très précises et extrêmement précieuses. Puis on va s'arrêter là, je pense. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Merci. Merci, Cécile Cornet de cette invitation. Merci.